Selon le FBI, plus de 60% des crimes violents sont commis par une personne que la victime connaissait personnellement. Ce n'est pas le cas ici. Quand Ryan et Maya décident de passer la nuit dans une ville isolée de l'Oregon, ils découvrent rapidement que les habitants ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. En quelques heures, ils vont être pris en chasse par un trio de fous furieux masqués qui ont un plan si brutal que vous serez choqués quand vous verrez comment il se termine. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les tueurs masqués dans Les Intrus. Ce couple est sur le point de vivre la nuit la plus terrifiante de sa vie. Traversant la forêt en courant, ce type qui semble habillé pour une réunion d'affaires manque de tomber directement du haut d'un pont effondré, ce qui l'oblige à faire demi-tour et à repartir dans l'autre direction. Il regarde si souvent derrière lui qu'il se prend accidentellement le pied dans une souche, ce qui le fait dégringoler au bas d'une colline où il se fracture le dos sur les rochers. L'homme tente encore de s'enfuir en rampant, mais il est rapidement rattrapé par un type dont le visage est recouvert d'un sac en toile de jute, qui s'arrête le temps de le laisser imaginer ce qui va se passer ensuite, avant de le frapper au sol et de finir le boulot à coups de hache. Ça fait un mort et il en reste 3. Plusieurs années plus tard, cette jeune femme Maya et son petit ami Ryan font un voyage à travers le pays pour leur 5e anniversaire. Ils traversent une région reculée de l'Oregon en direction de Portland, mais Ryan dit qu'il commence à avoir faim. Vu qu'il leur reste presque 500 km à parcourir, ils décident de s'arrêter pour déjeuner dans un restaurant appelé Carol's Diner, dans la petite ville de Venice. Mais ce sera là leur plus grosse erreur. La poignée de personnes qui y déjeunent les repère immédiatement comme n'étant pas de la ville. Mais Carol les accueille quand même, disant au couple de choisir eux-mêmes leur place. Après un repas plutôt standard, à part quelques conversations maladroites avec certains habitants, ils sont en train de payer leur addition quand Maya remarque un avis de recherche sur le mur derrière le comptoir qui mentionne une récompense de 10 000 $ pour toute information sur un homme du nom de Jeff qui a disparu en 2017. Carol et la serveuse se souviennent toutes les deux du gars, et elles disent que ce restaurant est le dernier endroit où il a été vu vivant. Alors Maya et Ryan décident qu'il ferait mieux de reprendre la route avant de finir sur une de leurs affiches sur le mur eux aussi. Mais ils n'iront pas bien loin, parce que quand ils reviennent à la voiture, ils constatent qu'elle refuse maintenant tout à coup de démarrer. Rudy, le mécanicien local, s'en aperçoit et leur indique sans tarder qu'ils ont besoin d'un nouvel alternateur. Mais la pièce doit être achetée dans un magasin de la ville voisine, ce qui veut dire que le couple n'ira nulle part avant demain. Les hôtels locaux sont fermés, mais ils connaissent un gars qui a un Airbnb pas trop loin de la ville, où ils pourront passer la nuit. Et visiblement, pour le moment, ils n'ont pas vraiment le choix. Même si Ryan leur dit carrément qu'il pense que tout ça n'est qu'une arnaque, Maya s'excuse et dit qu'ils prendront la cabane, remerciant la serveuse lorsqu'elle se porte volontaire pour les y conduire quand elle aura fini son service. Contrairement à son petit ami, elle est vraiment excitée à l'idée de passer la nuit sur place. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que ce sera leur tout dernier road trip. Ok, un nouvel alternateur. Vraiment ? Oui, c'est ça, Rudy. Je suis d'accord avec Ryan, ça ressemble à une arnaque. Et au moins l'un d'entre eux l'a compris tout de suite. Quant à Maya, elle vit toujours dans le déni. Alors, faut-il se méfier ou pas ? Eh bien, regardons d'abord les indices. La voiture qu'ils conduisent est une BMW X5M de 2024. C'est une belle voiture, et comme elle vient juste de sortir de l'usine, elle devrait avoir un kilométrage relativement faible et être en parfait état. C'est pourquoi je suis un peu sceptique quand Rudy dit qu'ils ont besoin d'un nouvel alternateur. Mais avant de décider s'il dit la vérité, il serait bon de comprendre ce qu'est un alternateur. En gros, l'alternateur convertit l'énergie mécanique du moteur en électricité, qu'il utilise ensuite pour alimenter les différents systèmes électriques de la voiture et maintenir la batterie chargée pour la prochaine fois que vous en aurez besoin. Celui de cette BMW est fabriqué par le fabricant haut de gamme Bosch, l'une des marques les plus fiables du marché. D'une manière générale, la plupart des alternateurs, quel que soit le fabricant, ont une durée de vie de 7 à 10 ans, ce qui rend très improbable le fait que le sien soit tombé en panne sans prévenir. Avant de s'attaquer à l'alternateur, il faut presque toujours commencer par vérifier si la batterie tient la charge, parce qu'elle a une durée de vie beaucoup plus courte. Essayer de faire redémarrer la voiture aurait été la meilleure option. Et même si la batterie devait être remplacée, il s'agit d'une réparation facile qui ne devrait prendre qu'1 heure ou 2 au maximum pour les remettre sur la route. Donc, le fait que le mécanicien omette complètement ce processus et dise que leur seule option est de rester ici, loin de la ville qui se trouve à 7 heures, est certainement une bonne raison d'être méfiant. Mais maintenant qu'ils sont coincés dans cette situation, que peuvent-ils faire d'autre ?
Je commencerai par vérifier s'il y a des signes de sabotage, comme des détériorations récentes ou des connexions desserrées qui aident normalement l'alternateur. Ça nous aidera à savoir si nous pouvons vraiment faire confiance à qui que ce soit dans cette ville. Nous avons parlé d'essayer de faire redémarrer la voiture. Mais que faire si ça ne fonctionne pas et qu'ils ont vraiment besoin de la nouvelle pièce? La ville où il se trouve, Vénus, n'est pas un endroit réel. Mais le GPS de Maya nous indique que le Carol's Diner se trouve près de Dixie, une petite communauté près de la frontière entre l'Oregon et l'Idaho. Rudy dit ici qu'il doit aller chercher la pièce à Eugene, à 7 heures de route. Mais en fait, il y a un concessionnaire BMW à Boise, dans l'Idaho, qui n'est qu'à environ 90 minutes de là où ils sont arrivés. Taylor Swift appellerait probablement son jet privé, mais dans le cadre de son offre de service, BMW enverra une dépanneuse pour transporter votre voiture jusqu'au concessionnaire le plus proche en cas de panne. Actuellement, il devrait être environ 15 heures, ce qui veut dire que s'ils appellent rapidement, ils devraient pouvoir rentrer à Boise vers 18 heures, histoire de dîner et de séjourner dans un vrai hôtel. Ça pourrait vraiment marcher. Pour ce qui est des autres options, ils pourraient proposer de payer quelqu'un de la ville pour les conduire au nord jusqu'à Baker City ou au sud jusqu'à la ville d'Ontario qui ne sont qu'à 30 minutes environ, où ils pourraient trouver un endroit sûr pour passer la nuit. Il est parfois utile d'être un peu parano. Mais il semble que Maya ici va apprendre cette leçon à ses dépens. La serveuse les dépose un peu avant la tombée de la nuit, laissant Maya et Ryan s'installer confortablement pour cette nuitée. L'endroit a un charme à l'ancienne, mais il ne tarde pas à s'apercevoir que le frigo ne refroidit pas. Il y a une note sur le réfrigérateur avec le numéro de téléphone du propriétaire. Alors Maya sort pour laisser un message, sans se douter que quelqu'un d'autre l'observe déjà depuis les arbres. Quelques heures s'écoulent jusqu'à 21h30 ce soir-là, et ils sont tous les deux sous le porche, en train de fantasmer sur l'endroit où ils pourraient s'installer un jour. Ils commencent à s'embrasser et décident de rentrer à l'intérieur pour avoir plus d'intimité. Quand tout à coup, ils sont brutalement interrompus par plusieurs coups violents frappés à la porte d'entrée de la cabane. Quelques secondes plus tard, l'auteur des coups frappe encore plus fort, ce qui amène Ryan à ouvrir la porte et à découvrir une petite fille étrange, dont le visage est complètement caché par l'obscurité. La gamine leur demande si une certaine Tamara est là d'une manière étrangement suspecte, mais quand ils lui disent qu'elle s'est trompée d'endroit, elle fait demi-tour et s'en va sans dire un mot de plus. Déconcerté, Ryan la suit, se demandant d'où elle peut bien venir, puisqu'il ne devrait pas y avoir d'autres familles à des kilomètres à la ronde. Il remarque que quelqu'un a desserré l'ampoule au-dessus du porche. Mais quand il détourne le regard pour la remettre en place, la fillette disparaît tout à coup au bout de l'allée. Et le couple décide qu'il devrait probablement retourner à l'intérieur pour se reposer. Ils sont ensemble au coin du feu et discutent à nouveau en amoureux, quand Ryan cherche son inhalateur et se rend compte qu'il a dû le laisser dans leur voiture en ville. Il se souvient qu'il y a une vieille moto derrière la maison, alors il décide de la prendre pour aller le récupérer au magasin, tout en promettant à Maya qu'il prendra de quoi manger pour eux sur le chemin du retour. Quelques minutes plus tard, Maya est en train de faire un FaceTime avec son amie Gabi quand elle entend un grand bruit venant de quelque part à l'extérieur. Elle pense qu'il s'agit de Ryan, alors elle raccroche et se précipite à la fenêtre. Mais le temps de jeter un coup d'œil dehors, elle entend déjà la personne monter les marches vers le porche de la cabane. Tout à coup, une nouvelle série de coups agressifs est frappée à la porte de la cabane, et elle comprend immédiatement qu'il ne s'agit clairement pas de son petit ami. Inquiète, Maya s'approche de la porte et demande qui est là. Mais elle se rend compte que c'est la même gamine qui est toujours à la recherche de cette Tamara. Quand elle regarde par le judas, elle aperçoit une plus grande ombre qui se tient là et qui recouvre rapidement son côté du judas. Elle jette un second coup d'œil quelques instants plus tard, mais cette fois, il semble qu'ils soient vraiment partis. Mais un nouveau coup fort à la porte prouve qu'ils sont toujours dans les parages. Et Maya est tellement distraite par leur présence qu'elle ne remarque même pas qu'un autre intrus s'est déjà faufilé dans la cabane et passe juste derrière elle. Elle entend finalement la personne à l'extérieur s'éloigner et s'assoit nerveusement sur le canapé. Mais c'est alors qu'elle se rend compte que son téléphone portable a mystérieusement disparu de la table basse où elle l'avait laissé et qu'il se trouve maintenant sur une étagère de l'autre côté de la pièce. Quand elle va le chercher, quelqu'un se met à chanter Rockabye Baby depuis l'extérieur de la cuisine, ce qui l'incite à s'y glisser pour jeter un coup d'œil. Elle s'effraie accidentellement en allumant le broyeur d'ordures au lieu de la lumière. Mais au moment où elle commence à penser qu'elle dramatise sans doute un peu, elle entend le bruit incomparable de quelqu'un qui ouvre la porte de derrière. Elle va vérifier et ne trouve toujours aucune trace de qui que ce soit dans la propriété. Elle met donc un disque pour se calmer, en attendant que Ryan revienne prochainement. Mais elle ne se rend pas compte du danger qu'il court déjà. Ok, sérieusement Maya, c'est tout? Tu te moques de moi, pas vrai? Maya, qui n'a pratiquement aucune réaction à tout ça, c'est à la limite de la folie. Et je commence à me dire que c'est peut-être les tueurs qui devraient avoir peur d'elle.
À ce stade, le simple fait de se trouver à proximité d'une cabane dans les bois devrait déjà vous mettre sur les dents. Mais une fois que la petite fille flippante s'est présentée à la porte, c'est là qu'il aurait vraiment fallu commencer à s'inquiéter. La cabane étant très isolée, il serait très inhabituel qu'une gamine se retrouve on ne sait comment toute seule au milieu de la nuit. Même lui ouvrir la porte était une mauvaise idée, parce qu'il aurait pu s'agir d'une ruse pour découvrir combien de personnes se trouvent à l'intérieur de la cabane et si elles seront capables de se défendre une fois que l'attaque réelle aura commencé. Maintenant, aussi improbable que ça puisse paraître, la première fois que la fille a frappé n'était peut-être qu'une erreur. Mais quand elle est revenue pour le deuxième round, c'était un signe évident que quelque chose se préparait. Et ce n'est pas une coïncidence si tout ça a commencé au moment précis où ils ont su que Maya était seule dans la cabane. Visiblement, elle n'a pas encore réalisé à quel point la situation est grave. Mais la dernière fois que j'ai fait des recherches, les téléphones ne se téléportaient pas d'eux-mêmes dans les pièces. Et il y a une énorme différence entre une petite fille bizarre qui fait des bêtises à l'extérieur de la cabane et le fait d'entendre clairement le bruit de la porte de derrière s'ouvrir. À ce moment-là, la première chose que j'aurais faite aurait été d'appeler la police locale. Au lieu de dire que je m'inquiétais pour moi, je leur aurais dit que je pensais que la gamine avait besoin d'aide. Ça les aurait fait venir sur place. Et ça m'aurait aussi permis de me sentir plus en confiance à l'idée de devoir convaincre la police que j'étais vraiment en danger. Pendant que je les aurais au téléphone, je verrouillerais aussi les portes et les fenêtres extérieures et je tirerais les rideaux pour que personne ne puisse voir à l'intérieur de la cabane. Je fermerais également toutes les portes à l'intérieur de la cabane pour pouvoir entendre les bruits qu'ils feraient en se déplaçant d'une pièce à l'autre, s'il y avait quelqu'un ici avec moi. Une fois que nous serons tous enfermés, il ne nous restera plus qu'à mettre la main sur une arme et à nous retrancher dans une position défendable jusqu'à ce que les secours arrivent enfin. J'essaierai peut-être d'appeler à nouveau le propriétaire, Joe, parce qu'il sait peut-être qui sont ces gosses et pourrait nous donner des conseils sur ce qu'il faut faire. Mais comme nous allons le voir, ils vont ignorer les signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Maya s'assoit au piano et commence à jouer pour essayer de se détendre. Mais elle n'arrive pas à se débarrasser du sentiment que quelqu'un d'autre la surveille en permanence. Elle a d'ailleurs tout à fait raison, puisque le reflet dans le miroir révèle tout à coup qu'un homme portant un masque d'épouvantail l'observe en silence. Mais ce n'est peut-être que le réparateur qui vient enfin réparer le frigo en panne. Toujours aussi nerveuse, elle décide que la meilleure chose à faire quand il y a ou non un tueur dans les parages est de passer dans la salle de bain pour prendre une douche rapide. Et oh, voilà que le réparateur se rince les yeux encore une fois. Mais elle échappe pour l'instant au traitement que lui réserve le psychopathe. Et elle ne se doute toujours pas qu'elle pourrait être attaquée d'une seconde à l'autre. Elle est en train de se sécher les cheveux quand tout à coup l'électricité de la cabane vacille et s'éteint, la laissant dans l'obscurité la plus totale. Aidée de la lampe de son téléphone, elle se déplace prudemment dans la cabane à la recherche du boîtier électrique, sursautant à chaque bruit étrange qu'elle entend dans l'ombre. Maya découvre quelque chose d'incroyablement étrange dans un des placards. Derrière une penderie qui contient des vêtements normaux, il y a plusieurs masques d'Halloween à l'aspect effrayant, tous accrochés au mur. Mais toujours pas de signe du disjoncteur. Et maintenant, elle commence vraiment à avoir la trouille. Elle finit par trouver le boîtier accroché au mur dans un des placards du couloir, mais elle fait tomber son téléphone en voulant y accéder. Quand elle le ramasse, elle se retrouve soudain nez à nez avec un intrus portant un masque de poupée qui se tient à quelques pas d'elle. Terrifiée, Maya s'enfuit en hurlant vers l'étage de la cabane, courant pour sauver sa vie alors que l'intrus la poursuit lentement. N'ayant nulle part où aller, elle se réfugie dans un des placards de l'étage où elle se blottit dans un coin alors qu'elle entend des bruits de pas qui la cherchent juste tout près de là. Après un moment d'attente crispée, les pas s'arrêtent à l'extérieur de la porte du placard. Et quand elle s'ouvre, elle est soulagée de voir que c'est seulement Ryan qui vient de rentrer de son déplacement en ville. Elle fait de son mieux pour expliquer ce qui s'est passé, mais Ryan dit qu'il n'a vu personne dans la cabane. Alors elle l'entraîne vers le boîtier électrique et il rallume les lumières. Il ne trouve aucun signe de problème, mais Maya insiste toujours sur le fait qu'elle a vu quelqu'un avec un masque dans la chambre à coucher. Après avoir jeté un coup d'œil, Ryan se dit qu'elle a dû être effrayée par un tableau de clown accroché au mur, et il commence à lui faire avaler que tout ça n'était que dans sa tête. Mais il est rapidement contredit quand ils entendent une nouvelle série de coups à la porte d'entrée. Furieux, il sort en trombe sur le porche et trouve à nouveau la même gamine debout dans l'ombre au bout de l'allée. Cette fois, Ryan confronte la fillette et la chasse, tout en assurant à Maya qu'une gamine bizarre ne peut pas vraiment être une menace, tandis qu'ils retournent à l'intérieur pour manger ensemble. Mais si seulement il savait à quel point il a tort. Ok, Maya ne veut peut-être pas croire qu'ils sont vraiment en danger, mais laisser Ryan l'influencer en lui faisant croire qu'elle a tout inventé va être une très mauvaise décision. Je veux dire, il y a une grande différence entre le simple fait de soupçonner la présence d'un intrus et le fait d'en avoir la preuve indéniable sous les yeux. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que quelqu'un vous surveillait ?
Parce qu'à l'époque où l'homme devait rivaliser avec d'autres prédateurs pour survivre, nous avons développé des sens très fins pour nous aider à détecter les indices de notre environnement qui pourraient être des signes de danger. Ceux qui avaient les sens les plus développés ont transmis leurs gènes à leur progéniture. Et c'est en partie pour cette raison que nous avons une vision périphérique aussi étendue, c'est-à-dire la zone que vous pouvez voir au coin de vos yeux quand vous regardez droit devant vous. La vision périphérique couvre 2 champs. Le champ temporal, qui s'étend de droite à gauche, couvre environ 180 degrés. De haut en bas, le champ supérieur couvre environ 120 degrés. Dans cette zone, notre vision est très sensible au mouvement pour nous aider à détecter les menaces potentielles. Ça veut dire que Maya aurait dû remarquer le reflet de l'intrus dans le miroir au-dessus d'elle quand elle jouait du piano. Elle a aussi clairement entendu des bruits de pas sur le parquet. Et rien que pour ça, j'aurais appelé les poulets sans hésiter. Maya doit avoir de bien piètres compétences en matière de survie si son instinct lui dit de courir à l'étage et de se cacher dans le premier placard qu'elle a vu. Et ce, sans même prendre quoi que ce soit sur une des étagères derrière elle pour assommer l'intrus dès qu'il ouvrirait la porte. Au moins, ils sont en sécurité pour le moment, en quelque sorte. Par contre, il serait absolument impossible de me convaincre que la peinture d'un clown puisse expliquer la personne physique qui se tenait à quelques centimètres d'elle. Genre, en aucun cas. Par ailleurs, il est impossible que la fille ait frappé à la porte et qu'elle ait pu ensuite atteindre le bout de l'allée aussi rapidement. Ce qui est un signe certain qu'ils ont affaire à plus d'un intrus. De mon point de vue, ils ont 2 options. Soit partir maintenant, soit essayer de sécuriser la maison et y passer la nuit. Partir serait mon premier choix. Oui, mais ce ne sera pas facile vu les circonstances. Pour le transport, ils ont toujours la moto qu'ils pourraient utiliser pour retourner en ville. Sinon, ils pourraient essayer d'appeler un Uber ou un service de taxi pour se faire ramener. Mais il pourrait être difficile d'en trouver un étant donné qu'ils sont au milieu de nulle part et qu'il est déjà tard dans la nuit. S'ils doivent fuir à pied, c'est sûrement là que les choses deviendront plus intéressantes. Mais nous reviendrons sur cette partie du plan plus tard. Tout cela étant dit, il est peut-être plus sûr de rester dans la cabane pour l'instant. S'il reste, la première chose à faire est de verrouiller complètement la cabane. Ils doivent fermer les portes à clé, tirer les rideaux, pousser les meubles devant les portes qui donnent sur l'extérieur et peut-être même attacher quelque chose de bruyant comme un carillon au poignet pour qu'ils soient alertés si quelqu'un essaie d'entrer. Évidemment, j'appellerai aussi la police, mais ça va prendre du temps avant qu'elle n'arrive, alors il serait intelligent de trouver quelque chose qu'ils puissent utiliser pour se défendre. Je commencerai par chercher une carabine ou un fusil, puisqu'il s'agit avant tout d'une cabane de chasseurs. Mais aussi d'autres options comme des couteaux de la cuisine, des outils comme des haches et des marteaux, des morceaux de meubles cassés, ou même quoi que ce soit d'autre que vous pourriez assembler avec du ruban adhésif à la manière de Dead Rising qui pourrait faire l'affaire. Ils doivent rester ensemble en permanence et fouiller la maison pièce par pièce. De cette façon, ils pourront s'assurer que l'endroit est définitivement vide. Une fois qu'ils l'auront fait, je choisirai une pièce sûre avec une issue de secours suffisamment dégagée pour y rester. Puis, je me barricaderai à l'intérieur pour le reste de la nuit. Une chose à ne pas négliger est de brancher son téléphone si on le peut, parce qu'il faut le garder chargé le plus longtemps possible, et que ce n'est probablement qu'une question de temps avant que ces salauds ne coupent à nouveau l'électricité. Ce n'est jamais une mauvaise idée de réagir de manière excessive quand il s'agit de survivre, mais Ryan ici présent est déterminé à ignorer les signaux d'alarme, et ils vont apprendre à leurs dépens que c'était un très mauvais choix de l'écouter. Un peu plus tard, ils sont assis autour de la table de la cuisine et discutent de leurs projets pour demain, quand Maya remarque quelque chose de vraiment étrange. Le ketchup du hamburger de Ryan commence à être salissant. Genre, vraiment très salissant. Il en met partout. Et quand il regarde au-dessus d'eux, il réalise tout à coup qu'il ne s'agit pas du tout de ketchup. Apparemment, quelqu'un est venu suspendre un poulet mort au plafond de la cuisine. Et maintenant, il est impossible de nier qu'il y avait vraiment quelqu'un dans la cabane. Paniqués, ils se lèvent tous les deux et se précipitent dans toute la maison pour verrouiller les portes et les fenêtres. Mais alors que Maya ferme la porte d'entrée, quelqu'un la transperce directement avec une hache à quelques centimètres seulement de son visage. C'est encore l'épouvantail, et il n'est certainement pas là pour réparer le frigo. Alors que l'homme franchit la porte et s'introduit à l'intérieur, Maya et Ryan se réfugient rapidement dans la chambre principale, et ils placent une commode devant la porte pour le ralentir. Après avoir utilisé ce qui doit être 100% de leurs compétences de survie juste pour cette partie du plan, ils décident que la seule chose qu'il leur reste à faire est de s'asseoir dans un coin et de se recroqueviller de peur. Et ils attendent que l'épouvantail vienne littéralement leur couper la tête. Au même moment, Dollface, face de poupée, émerge de quelque part à l'étage. Et une troisième attaquante, la pin-up, rejoint les autres dans le salon tandis que son ami commence à jouer du piano, tourmentant le couple tandis qu'il reste assis impuissant dans la chambre à coucher en attendant la suite des événements. Ryan finit par en avoir assez et décide de se rapprocher de la porte. Mais dès qu'il le fait, l'épouvantail commence à se frayer un passage, les obligeant à se mettre à l'abri derrière le lit. Après avoir fait un gros trou dans la porte,
l'homme reste un moment à fixer le couple sans dire un mot, avant de se retourner tranquillement et de partir en direction du reste de ses amis, laissant Ryan et Maya fortement secoués, mais indemnes pour l'instant. Ryan attend 1 minute avant de s'approcher de la porte, et il finit par en conclure que les gens doivent être partis. Il est convaincu qu'ils font ça pour les déstabiliser et décide que leur meilleure option est de prendre la moto qui est toujours garée devant la maison. Alors qu'il retourne discrètement dans le salon, il trouve le téléphone de Ryan sur un meuble, complètement détruit. Et vu qu'ils n'ont aucun moyen d'appeler à l'aide, ils n'ont d'autre choix que de se précipiter vers la moto. Elle se trouve là où Ryan l'a laissée. Mais au moment où il s'en approche, la moto prend feu tout à coup et elle explose dans une énorme déflagration, tandis que l'épouvantail les observe depuis la pénombre à l'autre bout de la clairière. Ils retournent en courant dans la cabane et se mettent à l'abri dans la salle de bain, tout en entendant les intrus qui les suivent à nouveau et commencent à diffuser de la vieille musique sur le tourne-disque. Ryan fouille rapidement la pièce à la recherche d'une arme, et il finit par trouver un vieux rasoir droit caché au fond de l'armoire à pharmacie. Mais ça ne suffira toujours pas à renverser la situation. Alors il décide de chercher un autre plan d'évasion avant qu'il ne soit trop tard. Ok, bon, je crois que Maya avait raison à propos du type bizarre finalement, hein Ryan ? La situation ici est peut-être assez mauvaise en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus rien faire pour la sauver s'ils commencent à enfin faire les bons choix. Tout d'abord, ils doivent se préparer à se défendre au lieu de courir d'une pièce à l'autre et de se recroqueviller dans tous les coins. Il se peut qu'ils aient à se battre à un moment donné, et quand ça arrivera, je suggère de s'attaquer à l'épouvantail en premier. Non seulement il semble être l'adversaire le plus intimidant, mais il est aussi leur chef, ce qui veut dire que les autres pourraient renoncer s'ils tombent. C'est un bon début que Ryan ait finalement été assez intelligent pour trouver une arme. Mais un petit rasoir ne suffira certainement pas à combattre 3 adversaires armés, à moins qu'il ne soit secrètement John Wick et que nous ne le sachions pas encore. Maya devrait elle aussi chercher une arme si elle veut le soutenir. Et heureusement, la salle de bain est pleine d'options. Vous avez le couvercle du réservoir des toilettes, le porte-serviettes et toutes sortes d'autres objets hétéroclites qui pourraient être utilisés comme des objets contondants. Avec une portée assez efficace, il y a aussi de la mousse à raser que vous pourriez utiliser pour rendre le sol plus glissant, ainsi que de la laque et des produits de nettoyage qui pourraient servir de spray au poivre de fortune, ou même de lance-flammes si vous pouviez les combiner avec le briquet de Maya. Maintenant, Maya est sur le point de suggérer de se faufiler à travers le vide sanitaire de la cabane, ce qui est une très bonne idée, mais qui pourrait aussi être utilisée comme une bonne opportunité offensive. Pendant qu'ils ramperont, ils devraient laisser derrière eux une traînée de produits chimiques inflammables et des chiffons imbibés à des endroits stratégiques du vide sanitaire. Puis, ils pourraient y mettre le feu une fois à l'extérieur. Ça permettrait de brûler la maison pendant que les méchants sont encore à l'intérieur et de faire diversion pendant que Ryan et Maya s'enfuiront ou contre-attaqueront en essayant de s'enfuir. Une fois à l'extérieur, j'essaierai d'abord de prendre le pick-up des méchants. Mais si ça ne fonctionne pas, leur seule autre option sera de s'enfuir à pied dans la forêt. Ça va être extrêmement dangereux, même sans une bande de cinglés à leur trousse. Donc il faut qu'ils restent soudés et qu'ils se déplacent le plus discrètement possible. Une fois qu'ils auront mis une bonne distance entre eux et les assaillants, l'étape suivante consistera à rompre la ligne de vue et à changer brusquement de direction. Ce qui devrait leur permettre de s'éloigner et de les mettre sur une fausse piste. Ensuite, ce sera à eux de choisir, entre suivre la route jusqu'à la civilisation si elle est assez sûre, ou trouver une cachette et attendre le lever du jour pour repasser à l'action. Maya réfléchit et elle se souvient que la cabane a été construite sur des fondations surélevées, ce qui veut dire qu'il pourrait peut-être sortir par le vide sanitaire sans se faire remarquer. Par chance, il y a justement un panneau permettant d'y accéder dans la salle de bain. Pendant que les fous furieux s'affairent dans le salon, les 2 amoureux ouvrent la trappe et se fraient un chemin à l'intérieur avec précaution. Ils rampent dans la zone remplie de toiles d'araignée à la recherche d'une sortie, en faisant de leur mieux pour rester aussi silencieux que possible, étant donné que les intrus se tiennent directement au-dessus d'eux. Mais alors qu'elle ouvre la voie en se déplaçant à 4 pattes, Maya s'appuie accidentellement de tout son poids sur un clou exposé qui lui transperce la main avant même qu'elle ne puisse réagir. Elle pousse un petit cri involontaire qui manque de leur faire perdre leur couverture, mais elle se calme rapidement quand elle entend les gens au-dessus d'elle commencer à comprendre. Il y a un moment de tension où on a l'impression que Pin-Up est sur le point de les attraper. Mais heureusement, elle se retourne et se dirige vers le piano sans remarquer qu'ils ne sont qu'à quelques mètres de là. Ils ne sont pas encore en sécurité, parce que Ryan doit encore retirer le clou de la main de Maya. Et après lui avoir donné un compte à rebours rapide pour se préparer, il l'attrape et retire le clou d'un seul coup. Puis il déchire un morceau de sa propre chemise pour envelopper sa main dans un bandage temporaire. Finalement, ils atteignent une sortie sous le porche d'entrée et décident de se mettre à l'abri dans une remise de l'autre côté de l'allée.
Mais dans leur course, Ryan trébuche sur un rocher qu'il n'a pas vu dans l'obscurité et finit par laisser tomber accidentellement son inhalateur. La porte de la remise est déjà déverrouillée et ils doivent utiliser le briquet Zippo de Maya pour éclairer l'obscurité à l'intérieur. Mais ils ne s'aperçoivent pas que Pin-Up est déjà à l'intérieur avec eux. Alors qu'ils passent d'une pièce à l'autre à la recherche d'armes, ils trouvent un outil agricole qui semble pouvoir faire des dégâts en cas de besoin. Et c'est pas trop tôt en fait, parce qu'un grand bruit venant de quelque part à l'extérieur est peut-être le signe que les tueurs savent déjà exactement où ils se cachent. Ryan laisse l'arme à Maya et monte à l'étage pour jeter un coup d'œil pendant qu'elle monte la garde en bas. Pendant qu'elle attend, Maya remarque la silhouette d'un enfant qui traverse rapidement la forêt. Et quand elle se retourne vers la porte, elle voit Pin-Up qui l'observe à nouveau dans l'obscurité. Terrifiée, elle se jette instinctivement en arrière, mais l'épouvantail traverse une vitre et s'agrippe à elle par derrière. Maya crie à l'aide et commence à se débattre pour échapper à l'épouvantail, mais sans succès. À ce moment-là, Ryan revient avec un fusil et tire sur le mur au-dessus de leur tête, faisant fuir les assaillants pour le moment. Il se précipite vers Maya et lui dit qu'il a trouvé un fusil de chasse avec tout un tas de munitions. Pendant un instant, il commence à se dire que ça va peut-être leur permettre d'égaliser les chances. Mais ils vont bientôt découvrir que même une puissance de feu supérieure ne suffira pas à les protéger très longtemps. Fusil à la main, Ryan reprend le chemin de la cabane, guettant attentivement tout signe de leurs agresseurs. De leur côté, les intrus les observent en silence. Alors qu'ils s'approchent de la cabane, ils entendent ce qui ressemble à quelqu'un sous le porche en train de manipuler la porte d'entrée. Pensant qu'il doit s'agir d'un des tueurs, Ryan dit à Maya de rester en retrait, puis s'engage dans l'angle et ouvre le feu sur l'homme sans la moindre hésitation. C'est un coup direct et c'est une grande victoire pour eux. Mais il y a juste un tout petit problème. Alors qu'ils s'approchent pour confirmer le meurtre, ils se rendent compte que ce n'était pas du tout un des intrus. C'était le propriétaire de la cabane, qui avait enfin répondu à leur appel pour venir réparer le frigo. Ryan s'effondre alors sur le sol, complètement dévasté en réalisant ce qu'il vient de faire. Et ça fait 2 morts, et il en reste 2. Ok, bon, là franchement, c'est gênant. Ryan, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es censé tirer sur les méchants. Pas sur le vieux Papy Joe qui passait juste pour réparer le frigo. Sérieusement les gars, vous êtes les pires clients d'Airbnb de tous les temps. Mais pour l'instant, ce n'est pas votre note qui m'inquiète, parce que Ryan, mon ami, tu as sérieusement merdé. La vérité, c'est qu'on n'en serait pas là si tu t'étais fié à ton instinct en ville. Tu as vu venir ce merdier à 1 kilomètre, mais tu as quand même laissé Maya te convaincre de rester dans la cabane dans les bois. Et quand c'est elle qui a commencé à s'inquiéter, tu as fait un virage à 180 degrés et tu as commencé à faire comme si c'était toi qui avais eu l'idée de rester là depuis le début. Non mec, fais ce que la personne que tu étais il y a quelques heures aurait fait. Et fais confiance à ton instinct la prochaine fois. Ou au moins, crois ce que dit ta copine quand tu la trouves cachée dans un placard et qu'elle te dit que Michael Myers s'est posté dans la chambre à coucher principale. Tu t'es retrouvé dans cette situation difficile parce que tu as pris de terribles décisions. C'est pas grave, on est tous passés par là. Mais le niveau de talent qu'il faut pour empirer les choses, même quand on dispose d'une des armes les plus dévastatrices que l'humanité ait jamais vues, serait impressionnant s'il n'était pas si embarrassant. Tu n'as même pas attendu une fraction de seconde pour identifier ta cible. Tu as juste surgi de l'angle et tu as commencé à tirer. Je te féliciterais de ne pas avoir hésité s'il s'était s'agi d'un des tueurs, mais ce n'était pas le moins du monde une décision intelligente. Tu as fini par tuer la seule personne qui aurait peut-être pu t'aider à t'en sortir. Et maintenant, même si tu as réussi à survivre, tu vas probablement devoir faire de la prison pour ce que tu as fait à Joe. Tout ce que je dis, c'est que je n'aimerais vraiment pas être à ta place en ce moment. Parce que Ryan, tu viens de merde. Alors que la réalité de ce qui vient de se passer s'impose à lui, Ryan se rend compte que tout ça n'est peut-être pas si grave que ça. La Jeep de ce type est juste là. Et même s'il ne la conduira plus de sitôt, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour s'échapper. Après avoir récupéré les clés sur son corps, ils se précipitent vers la voiture et montent rapidement à l'intérieur. Mais au moment où ils le font, une brique vole à travers la fenêtre du côté passager. Et les tueurs reviennent pour finir le travail. Ryan passe la marche arrière en vitesse et fait un demi-tour rapide, ce qui leur permet maintenant d'être à quelques secondes de la liberté. Mais à ce moment-là, l'épouvantail arrive en trombe dans son propre pick-up et les percute de plein fouet, étourdissant Ryan et coinçant sa jambe entre le siège conducteur et la porte endommagée. L'épouvantail recule et se met à percuter leur véhicule encore et encore, les poussant jusqu'à l'autre bout de l'allée, où il se retrouve finalement coincé entre un arbre et lui. Maya parvient à sortir par la fenêtre, mais Ryan est encore bien trop coincé pour sortir, et il lui dit de s'enfuir pendant qu'elle en a encore l'occasion. À ce moment-là,
il se souvient enfin du fusil à pompe posé sur la banquette arrière. Mais alors qu'il vise la cabine du pick-up de l'épouvantail, il se rend compte que l'homme a déjà disparu, pour tout à coup sauter sur le capot et enfoncer sa hache dans le pare-brise. Ryan riposte avec un coup de fusil, mais il manque son tir à bout portant, on ne sait pas trop comment. Et l'épouvantail décide alors de le garder pour plus tard et de se lancer à la poursuite de Maya à la place. Ryan parvient finalement à dégager sa jambe et à sortir par le pare-brise cassé, titubant dans les bois avec l'espoir de retrouver sa petite amie avant que les tueurs ne le fassent. Dans les bois, Maya court pour sauver sa vie, suivie de près par Dollface qui brandit une machette. Au bout d'un moment, elle se retrouve devant le même pont effondré où l'homme d'affaires avait fait fausse route il y a quelques années. Et elle a rapidement une nouvelle idée. Au lieu de courir dans une autre direction, elle s'assure que ses agresseurs ne la voient pas avant de se glisser discrètement dans le tas de feuilles et de brindilles qui remplit le fossé, et de s'en couvrir soigneusement pour tenter de se dissimuler. Le bruit des brindilles qui craquent finit par attirer l'attention de Dollface. Mais après un moment de tension où il semble qu'elle puisse pratiquement la voir, la tueuse se retourne et s'éloigne dans la forêt, laissant Maya seule pour l'instant. Dès que la voie est libre, Maya sort le téléphone portable qu'elle a pris dans le véhicule du propriétaire et compose le 911. Elle réussit à joindre les secours, mais la réception est mauvaise et elle est obligée de chuchoter pour éviter que Dollface et les autres ne s'en aperçoivent. Alors qu'elle essaie de se déplacer pour obtenir une meilleure réception, elle pousse un petit cri quand elle s'aperçoit qu'elle se cache juste à côté du cadavre en décomposition de l'homme d'affaires. Mais elle parvient à donner leur adresse au répartiteur juste avant que l'appel ne soit complètement interrompu. Comme il n'y a plus aucun signe de problème depuis un petit moment maintenant, Maya se relève et commence à courir vers la cabane. Mais il s'avère que les assaillants ne sont pas vraiment partis. Et alors qu'elle se met à l'abri derrière un arbre, Dollface se jette tout à coup sur elle depuis l'obscurité, l'assommant d'un coup à la tête avant de la traîner vers la cabane. Un peu plus loin, Pin-Up cherche Ryan dans la brume. Mais cette fois-ci, il réussit à prendre l'avantage sur elle, pointant son arme directement sur sa tête et lui ordonnant de lâcher le couteau. La femme fait ce qu'il dit, mais au lieu de réagir avec de la peur, elle se lance dans des mouvements de danse improvisés et se met à rire comme une folle en le mettant pratiquement au défi de tirer. Il finit par décider qu'il en a assez et se décide à l'éliminer. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, l'épouvantail le prend soudain par surprise par le côté. Quand il se réveille un peu plus tard, Ryan et Maya se rendent compte qu'ils ont été ramenés dans la cabane et attachés à des chaises au milieu du salon. Ils n'ont plus aucun endroit où fuir. Et maintenant que le jour se lève, il semble que les tueurs soient prêts à passer à la dernière phase de leur jeu. Ok, c'est pas vrai, je déteste dire ça, mais on dirait que c'est la fin du voyage pour ces deux-là. Le pire, c'est qu'ils ont quand même réussi à se retrouver dans cette position, alors que Ryan avait un fusil de chasse et d'innombrables occasions de s'en servir. Quand ils étaient près de la cabane, ils auraient pu facilement abattre l'épouvantail pendant qu'il fonçait sur leur jeep. Mais au lieu de ça, ils sont restés assis là, à hurler pendant qu'il faisait vrombir son moteur, comme s'il n'avait pas de fusil de chasse à portée de main. Et quand il s'est finalement souvenu qu'il en avait un, Ryan a réussi à rater son tir à 1 mètre de distance. Ce qui s'est passé avec Pin-Up est encore pire, parce qu'au lieu de garder ses distances, il a décidé de s'approcher d'elle aussi près que possible, puis n'a absolument rien fait, alors que l'épouvantail arrivait en courant depuis une grande distance pour l'assommer. Les prendre de vitesse était la meilleure chance qu'ils aient eue de toute la soirée, mais Ryan a complètement raté son coup, et maintenant, il est sur le point d'en payer le prix. Se faire choper n'est pas vraiment idéal, mais comme Maya a pu appeler les flics avant, il y a encore une petite chance qu'ils s'en sortent s'ils arrivent à les faire patienter un peu, ou s'ils trouvent un moyen de s'enfuir. J'essaierai de remuer discrètement mes poignets d'avant en arrière pour espérer desserrer les cordes et me libérer les mains. Ou si les choses deviennent vraiment désespérées, casser la chaise elle-même me paraît être une option acceptable. L'un d'eux pourrait faire diversion pendant que l'autre se libère, ou demander aux tueurs d'expliquer qui ils sont et pourquoi ils font ça pour jouer sur leur ego et gagner du temps. Le problème, c'est que ça pourrait fonctionner s'il s'agissait de tueurs ordinaires. Mais l'épouvantail et ses amis font les choses un peu différemment. Et ces deux-là étaient déjà morts à la minute où ils sont arrivés en ville. Ils sont d'abord sans voix quand ils comprennent que c'est probablement la fin. Mais Ryan fait de son mieux pour rassurer Maya en lui disant que tout va bien se passer. Terrifiée, elle s'excuse d'avoir organisé ce voyage, mais il lui promet qu'il ne lui en veut pas pour ce qui s'est passé. Ryan décide enfin de demander à Maya de l'épouser. Et bien sûr, elle dit oui, se rapprochant pour un contact frontal très émouvant. Mais il faut espérer que la cérémonie sera rapide, parce que la lune de miel sera très courte. Tout à coup,
Ryan est pris de tremblement quand un couteau de cuisine s'enfonce profondément dans sa poitrine et est ensuite tourné à l'intérieur de la plaie. Un coup fatal porté par Pin-Up, qui, accompagné de l'épouvantail et de Dollface, se tenait tranquillement là à les observer pendant tout ce temps. Horrifiée, Maya lui tend la main une dernière fois. Mais l'épouvantail passe lentement derrière eux et donne un coup de pied dans la chaise de Ryan, le faisant tomber au sol où il se vide lentement de son sang sous ses yeux. Les tueurs se tournent maintenant vers Maya, qui commence à leur crier d'expliquer pourquoi ils leur font ça. Mais Pin-Up se penche en avant et dit simplement à la jeune femme que c'était uniquement parce que vous étiez à la maison. L'épouvantail se tient devant elle et Maya plonge son regard dans son masque et lui dit ce qu'elle pense une dernière fois, avant qu'il ne la poignarde de la même façon. Il essuie les larmes de ses yeux, passe lentement derrière elle et donne un coup de pied dans sa chaise avant de pousser un profond soupir de satisfaction maintenant que cette partie est enfin terminée. Ça fait 4 victimes à terre. À ce moment-là, les tueurs entendent la police remonter la route et partent à toute vitesse dans leur pick-up juste au moment où la première voiture de police entre dans l'allée. Mais l'histoire de Maya ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, la jeune femme se réveille dans un lit d'hôpital après avoir survécu de justesse à l'agression. Mais alors qu'elle s'assoit pour jeter un coup d'œil autour d'elle, on voit que son vieux copain l'épouvantail est apparemment déjà dans la chambre juste à côté d'elle. Il semble que ces deux-là vont avoir droit à une revanche. Mais pour le reste d'entre nous, nous pouvons tous tirer une leçon importante de tout ça. Si votre véhicule tombe en panne dans une petite ville située à 500 bornes de la grande ville la plus proche, il serait peut-être préférable de faire le reste du chemin à pied. Les intrus. Je crois que quand on doit exploiter une franchise pour en faire une autre, on peut tout aussi bien faire une préquelle. Je me souviens avoir aimé le premier Strangers quand il est sorti, et la suite m'a semblé encore meilleure. La musique était bien meilleure et l'ambiance générale différente. Je recommande vivement de regarder la partie 2. Mais quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!